Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour à toutes et à tous. Le Quai d'Orsay, le Quai d'Orsay impérial. Tout le monde sait que le Quai d'Orsay est une métonymie qui désigne une administration complexe, mystérieuse, splendide par moments, et que c'est le titre qu'on prend pour désigner le ministère des Affaires étrangères, le plus souvent le ministère des Relations extérieures, comme ce fut le cas à partir de 1981. On va au vient, mais la réalité est la même, le bâtiment est le même, le salon de l'horloge est la pièce la plus historique, la plus prisée par les diplomates qui sont élevés à la dignité de commandeur, de grand croix, de légionnaire, quand ce n'est pas dans les salons de l'Élysée. Et ces titres divers montrent qu'elle reste, je parle de la politique étrangère de la France, ce qu'on appelle un ministère régalien avec la défense et le ministère de l'Intérieur. Le général de Gaulle l'a manifesté en 1946 et c'est une affaire qui, de gouvernement en gouvernement, ne perd pas de sa pérennité. C'est un type de portefeuille glorieux. Alors, pour parler du Quai d'Orsay, une époque où sa fondation, on dirait sa stabilité et les ors qui vont de pair avec ses bâtiments, a été capitale, avec un règne qui est un règne charnière, comme on dit, comme disent certains historiens, dont je ne suis pas, pour désigner les grands moments de l'histoire. Le Quai d'Orsay impérial, Yves Brulet, c'est vous. Bonjour. Bonjour. Vous avez édité chez Pédone, 13 rue Soufflot, je le dis, parce que c'est le distributeur, il faut le savoir, parce que c'est une petite maison tout de même si elle édite aussi la revue d'histoire diplomatique à laquelle un de nos convives, je vais dire, participe. Vous éditez un livre qui surtout a une grande qualité, ce qui est rare. C'est un livre qui est très soigné. Parce que, indépendamment du texte, il a dans sa couverture une chronologie. Et puis, vers la fin, la liste des ministres, la liste des cabinets, je dirais, quelque chose qui donne le goût de la référence et de la lecture constamment renouvelée, au-delà du texte dont vous allez parler. Et puis, d'autre part, vous donnez vos archives, ce qui est tout de même aussi une chose assez rare. Ce n'est pas un essai, ça a la qualité de lecture de ce qu'on pourrait considérer comme un essai, mais c'est un livre d'histoire charpenté et fondé sur un certain nombre de caves assez importantes, mais nous allons plutôt parler de l'étage que des caves. Alors, pour parler de ce livre, et je suis très content de vous accueillir aujourd'hui ici, j'ai oublié de dire que vous étiez chargé de mission à l'Institut de France, qui est une noble institution. Il y a aussi, après le Quai d'Orsay, pas très loin d'ailleurs, le Quai de Conti. Donc voilà, la France adore désigner les grandes institutions par les lieux où elles sont situées. Et les quais sont généralement l'endroit par excellence. Ça permet la navigation. Bien, alors, avec vous, Jacques-Alain Sédouy, bonjour. Bonjour. Vous êtes ambassadeur de France, vous êtes donc un grand diplomate, mais aussi un historien. C'est assez rare et vous êtes un historien établi. Je veux dire, on parle de vous comme un historien autant qu'un diplomate. Vous avez, je dirais que d'ailleurs ça fait partie du violon dague des grands ambassadeurs, soit la littérature, je cite pas, si je cite Claudel, Léger, Morand, enfin on pourra en ajouter d'autres. Vous avez choisi l'histoire plutôt que la fiction, plutôt que la poésie ou le théâtre ou l'essai. Et vous avez publié un certain nombre de livres, j'en cite deux, le plus récent, Le Concert européen aux origines de l'Europe, 1814-1914, paru en 2009 chez Fayard. Et puis, alors, vous êtes comme tout diplomate historien, vous avez ajouté quelques notes très importantes à Chateaubriand, c'est nécessaire, parce qu'il a aussi assisté, lui, à un conclave. Il a pensé d'ailleurs orienter la politique romaine dans un sens favorable à la France. Chacun le pense aussi. Je veux dire, tout diplomate en poste au sein d'un siège le pense, c'est légitime. Et donc, vous avez publié Chateaubriand, un diplomate insolite, à la Librairie académique Perrin en 1995. Et enfin, Éric Anceau, vous êtes bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à Paris-Sorbonne, comme on dit maintenant, et vous avez publié en 2008 chez Talandier un Napoléon III qui a fait autorité et qui, si j'ose dire, a un peu bouché l'espace devant tous les autres Napoléon III fréquents. Il y a un Napoléon III, je dirais, non pas toutes les 4 saisons, mais en tout cas tous les 2 ans à peu près, avec d'ailleurs cet effet très étonnant qu'une biographie en attire en général 2 autres en même temps chez 2 éditeurs compétitifs. Et donc ce Napoléon III vient d'être édité en texto. Voilà. Yves Brulet, vous êtes aussi, comme d'autres, un spécialiste de la papauté, et donc vous avez eu l'occasion de vous exprimer récemment sur les ondes et dans la presse à ce propos.
Il n'y a pas de concurrence sur la papauté, c'est un domaine extrêmement vaste sur lequel on peut tout dire, des choses intelligentes comme des bêtises. Je n'ai pas dit que vous disiez des bêtises. Alors, il voulait pourquoi le Quai d'Orsay impérial, c'est un très gros travail, que je l'ai dit tout à l'heure, j'y tiens. Et vous partez quand même de l'idée, enfin l'idée générale, indépendamment du particulier dont on va venir, c'est que sous Napoléon III, le Quai d'Orsay change. C'est-à-dire qu'il y a une mutation lente d'ailleurs, mais qui commence quand même assez vite avec la conférence de Paris, c'est-à-dire la fin de la guerre de Crimée, qui d'elle-même déjà est, je dirais, une initiative assez spectaculaire, parce que la France n'était jamais intervenue sur le plan diplomatique depuis quoi, monsieur l'ambassadeur, depuis... c'est le premier congrès qui vise à la reconstruction de l'Europe après le congrès de Vienne. Mais après le congrès de Vienne, c'est bien. Et d'ailleurs, il s'inscrit dans la volonté de Napoléon III de réorganiser l'ordre européen, de refaire l'ordre européen. Nous sommes d'accord, je préfère que ce soit vous qui le disiez. Alors, il brûlait le Quai d'Orsay impérial. Combien d'années de recherche, au fait? C'est à peine avouable, parce que j'ai commencé à travailler sur les diplomates de Napoléon III quand j'étais en maîtrise, et j'ai soutenu une thèse donc, sur le Quai d'Orsay sous Napoléon III, qui était un peu le départ de ce livre, 18 ans plus tard. C'est-à-dire qu'en fait, ça a duré aussi longtemps que le Second Empire lui-même, ce qu'aucun historien de la Troisième République ne peut prétendre. Donc ça a duré très longtemps, il y a eu des arrêts, des reprises. Bon. Mais vous posiez la question de savoir pourquoi finalement faire une histoire du ministère des Affaires étrangères sous Napoléon III. Alors il y a plusieurs raisons. La première, c'est que ça n'avait jamais été fait. Il y avait là le gros ouvrage de Jean Bayou, dirigé par Jean Bayou. Oui, justement. Alors, dans l'ouvrage de Jean Bayou, dirigé par Jean Bayou, il y a un chapitre, qui est d'ailleurs très bon, sur le Second Empire. Mais je me suis dit que, un chapitre d'un livre, c'était peut-être pas suffisant pour faire le tour de cette question. Et on va voir que, justement, les 20 premières années d'histoire du Quai d'Orsay sont extrêmement riches. La deuxième raison, c'est qu'il est possible de faire cette histoire. Je veux dire, un historien, pour apporter du neuf, il faut qu'il ait les moyens de faire cette histoire. Or, c'était possible, je m'en suis aperçu à force de fréquenter les archives du Quai d'Orsay, de voir ce qu'il y avait sur cette période, sur les diplomates, etc. Et c'est possible parce que, alors bien sûr, il y a les séries administratives, les séries où on reconstitue les carrières, ça c'est très important. Bon, vous en parlez beaucoup des carrières. Voilà, parce que vous montrez que c'est l'avènement des diplomates professionnels. Voilà, exactement, donc c'est intéressant de voir comment ça se passe. Mais surtout, ma méthode, ça a été alors, 2 points. Le premier, c'est de lire les lettres privées que s'échangeaient les diplomates. En plus de la correspondance officielle, ils s'écrivent des lettres particulières. Alors vous imaginez un ambassadeur à Madrid qui écrit à un ami qui est sous-directeur au Quai d'Orsay. Et dans ces lettres, dont on a conservé plusieurs milliers, en fait, pour cette époque, uniquement pour le Second Empire, on découvre à la fois le fond de leurs pensées, qu'ils n'écrivent pas toujours dans la correspondance officielle. On découvre des éléments de la vie quotidienne, comment se fait la diplomatie au quotidien, comment ils vivent, comment ils négocient, comment ils travaillent. Et puis on apprend aussi des choses sur les événements eux-mêmes, où ils dévoilent des choses qu'on ne savait pas toujours. Et donc, cette source-là qui était énorme, et c'est pour ça que ça a été si long, parce qu'il fallait lire énormément de lettres, à cette source s'est ajouté des mémoires d'un fonctionnaire du Quai d'Orsay, qui s'appelle Hippolyte Després. Le personnage est peu connu, mais il y a toujours une injustice, c'est qu'on parle toujours des ministres, des stars, des grandes personnalités politiques, mais finalement, ceux qui sont juste derrière, ils ont souvent une très très grande influence sur le cours des choses, et on ne les connaît pas. Et c'est le cas pour Hippolyte Després. C'est l'éminence grise, non ? Voilà. Ou c'est le fonctionnaire gris ? En fait, c'est le fonctionnaire modèle du Quai d'Orsay. D'accord. Parce qu'il était parfait en tout. En fait, il avait une très bonne plume, il avait une excellente connaissance des choses, et il a eu une vraie influence à certains moments. Il était spécialiste de la Roumanie, par exemple. Et bien, dans la formation de la Roumanie, Hippolyte Després a un rôle réel. Or, il a écrit ses souvenirs de toute sa carrière. Il a fait 30 ans au Quai d'Orsay. Et ces souvenirs n'ont quasiment jamais été utilisés. Et évidemment, j'en ai fait... Alors, c'est 4 cartons énormes dans les archives. Et un peu, c'est devenu la pierre angulaire de mon travail. Donc, à la fois des lettres écrites sur le vif et un regard un peu plus tardif, des mémoires d'un diplomate, qui révèlent en fait tout le fonctionnement de la machine. Et c'est ça qui a permis ce livre. Alors, vous dites que vous essayez, vous le réussissez à marier ce qu'on appelle l'histoire au quotidien, car effectivement, il y a une histoire quotidienne. Et vous parlez effectivement de ces gens qui tiennent la plume et qui, quelquefois, inspirent même des décisions. Il y en a eu dans beaucoup d'autres pays. Je pense à Hallstein dans la Wilhelmstrasse, qui était quelqu'un aussi qui avait une influence au-delà de tous les chanceliers eux-mêmes. C'est vrai, mais alors vous arrivez à conjoindre effectivement la grande ligne qui est fixée progressivement avec un travail souterrain qui consiste effectivement à édifier
non seulement une politique, mais un style. Alors, il y a un style impérial, c'est-à-dire que vous le définissez comme étant tout de même une présence affirmée, et ça va de pair avec une renaissance de l'armée, indiscutablement, et d'autre part, une volonté de faire une Europe qui soit l'Europe des libertés. Oui, tout à fait. Et il faut bien voir que... Ou des nationalités, si oui. vous préférez, pour parler plus clairement. Oui, les deux sont souvent liés, d'ailleurs au XIXe siècle, le mouvement des nationalités, le mouvement libéral. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Second Empire gardait une très mauvaise image à cause de sa fin. Et du coup, est restée l'idée d'une politique étrangère, d'une diplomatie catastrophique, puisque ça s'est terminé par une catastrophe. Et le Mexique aussi. Et le Mexique, voilà. Et bon, il y a des choses qui n'ont effectivement pas très bien marché. Or, pour un diplomate de l'époque, un diplomate qui est né vers 1815, qui est entré dans la diplomatie, donc sous la Restauration, qui est entré dans la diplomatie sous Louis-Philippe, qui a grimpé les échelons, qui a atteint les fonctions importantes sous Napoléon III, et qui a fini sa vie au début dans la retraite au début de la Troisième République, pour lui, le Second Empire, c'est pas le pire des régimes du XIXe siècle, c'est le meilleur. C'est-à-dire que c'est l'époque où la France a eu le plus d'influence. Alors je mets à part l'époque de Napoléon Ier, qui est un peu particulière. Donc le Second Empire, la France a eu une grande influence et elle a conquis cette influence morale dans les toutes premières années, qui ont mauvaise presse parce qu'il y a le coup d'État, il y a la dictature, mais sous le plan diplomatique, ce sont les meilleures années finalement, et avec cet apogée qui est le Congrès de Paris dont nous parlions tout à l'heure. Et à ce moment-là, la France a même un héritage il y a le bonapartisme qui n'est pas rien, parce que dire que l'oncle hérite le neveu hérite de l'oncle. Tout de même la gloire nationale, le principe d'autorité, la garantie des libertés, ceci étant d'ailleurs mitigé selon la période avant et après 61, il y a tout de même, je dirais, cette extraordinaire popularité qui est meilleur que la télévision, qui est tout de même le nom de Napoléon Ier, qui circule et qui fait que images, drapeaux, médailles, souvenirs donnent à Napoléon III, enfin Louis-Napoléon Bonaparte, cette possibilité du coup d'État, parce que finalement, c'est le seul qui émerge lors des élections. Oui, tout à fait. Et les diplomates acceptent le nouveau régime. Là aussi, c'est un peu un cliché qui est resté, qui est de dire que les diplomates, au fond, ne partageaient pas les idées de Napoléon III et étaient fondamentalement hostiles à la politique étrangère de Napoléon III. Or, quand on regarde en détail, les choses sont plus compliquées. C'est-à-dire que certaines choses, ils sont parfaitement, comment dirais-je, dans le coup, et d'autres, ils sont plus sceptiques. Mais même la politique de Napoléon III, elle n'a pas toujours une ligne très très claire. Il a quelquefois plusieurs fers au feu. Donc, on ne peut pas opposer l'un et l'autre. Il n'y a pas eu un duel entre les Tuileries et le Quai d'Orsay. Les choses sont beaucoup plus compliquées. Et finalement, les diplomates, globalement, se sont sentis assez à l'aise, finalement, sous le Second Empire, y compris d'ailleurs sur le plan de la politique des nationalités, ce qui est peu connu. On va y venir. Chacun de ses douilles. Le diplomate, l'expert. Oui. L'historien, oui. Enfin, tout ça. Oui, non, je voulais juste rajouter un point à ce qu'a dit Yves Brulet. Son livre est tout à fait passionnant et il montre notamment sur le point qu'on évoquait à l'instant que les diplomates du Second Empire, au début du Second Empire, sont des gens qui ont été marqués par la crise de 1840. Avant eux, les diplomates sont des gens marqués par la défaite de 1815 et qui ont gardé ce souvenir de la défaite de 1815 et de la situation qui est faite à la France en Europe. Mais ceux qui arrivent au pouvoir, au Quai d'Orsay, dans les années 1850, c'est des gens qui ont été profondément marqués par ce qui s'est passé en 1840. Qu'est-ce qui s'est passé en 1840 ? La France a été mise pendant quelque temps au banc de l'Europe et s'est reconstituée contre la France les coalitions qui avaient abattu Napoléon Ier à propos de la crise du Moyen-Orient et de la crise égyptienne. Ceci a failli conduire à la guerre. Et on s'en est sorti parce que Guizot, parce que Louis-Philippe n'ont pas voulu aller jusqu'au bout. Ils ont retenu Thiers, d'ailleurs, qui lui était plutôt sur une ligne belliciste. Et ça a été vécu par cette génération comme un recul, comme une défaite, comme une humiliation pour la France. Et donc, ces diplomates qui arrivent au pouvoir au début du Second Empire, ce sont des gens qui sont obsédés par ce souvenir et qui sont donc heureux de pouvoir participer à une entreprise de restauration de la grandeur française. Alors, Éric Orso, Napoléon III, c'est votre oncle, si je veux dire. Que pensez-vous de votre oncle sous la plume d'Yves Brulet ? J'en pense le plus grand bien. Tant mieux, j'aurais aimé que vous disiez le contraire, ça aurait animé le débat. Mais enfin, bon, écoutez, Yves Brulet est un homme trop modeste. Sa thèse, aujourd'hui bel ouvrage, est multiprimée
Primé par la Fondation Napoléon, nous lui avons attribué également le prix Mérimée de la ville de Compiègne, la meilleure thèse sur le Second Empire des 2 années écoulées. Il montre excellemment dans cette synthèse que, en fait, le Second Empire diplomatique, ça n'est pas uniquement Napoléon III, mais que le Quai d'Orsay a une marge de manœuvre absolument considérable. Et d'ailleurs, Napoléon III, on dit le spectre de Napoléon, vous l'avez tout à l'heure souligné. C'est vrai que le jeune homme, Louis-Napoléon Bonaparte, avait annoté le mémorial de Sainte-Hélène, le principe des nationalités, une relecture du Premier Empire, son nom qui aurait voulu libérer l'Europe. Mais arrivé au pouvoir, c'est un homme très pragmatique, Napoléon III. Il a mis énormément d'eau dans son vin. Et en certaines circonstances, je pense par exemple à la Pologne, il voit bien qu'on ne peut pas soutenir la Pologne contre un principe de réalité, la toute-puissante Russie dont il a besoin dans les années 1860. Qui d'ailleurs l'accueille très mal, parce que le tsar a des paroles très dures à Castelbajac pour lui expliquer qu'en fait c'est un usurpateur sanglant. Tout à fait. Et l'appelant, contrairement à tous les usages diplomatiques, mon ami et pas monsieur mon frère, ce à quoi Napoléon III répliquera « on choisit ses amis et pas ses frères ». Il en était flatté. Je voudrais que vous veniez tout de même, puisque Napoléon III, il y a à la guerre de Crimée. L'Empire, c'est la guerre, dit-on, quand on le voit arriver, si je veux dire, il répond, l'Empire, c'est la paix. Ce fameux discours de Bordeaux, c'est pas vraiment la paix, parce que la France va tout de même faire la guerre assez fréquemment, jusqu'au premier désastre dans la guerre du Mexique, et l'élément, si je veux dire, premier. Mais la France s'engage dans la guerre de Crimée de façon tout à fait étonnante, inattendue, disons, non ? Alors, la guerre d'Orient a plusieurs origines. La guerre d'Orient qu'on appellera plus tard la guerre de Crimée. Bon, il y a l'affaire des lieux saints, je pense que l'ambassadeur et Yves Boulet vous en diront plus. La volonté également chez Napoléon III d'une alliance assez étroite avec la Grande-Bretagne, auquel il a longtemps songé, 4 séjours en Grande-Bretagne, une relation faite à la fois d'amour et de haine vis-à-vis de ce pays, une volonté, comme le rappelait tout à l'heure l'ambassadeur, de casser cette idée, si vous voulez, que la France est marginalisée suite au congrès de Vienne, de la réintroduire à la table justement du concert européen. Et cette guerre d'Orient est un moyen justement, avec la fraternité d'armes des Britanniques, de rentrer justement dans ce concert européen au prix d'une victoire. Il dit la France isolée, mais l'ambassadeur Séduit, Jacques-Alain de Séduit, a montré dans le Conseil européen qu'on revient quand même assez tôt dans le jeu, congrès de Vérone, etc. Je ne vais pas faire le détail, mais je veux dire, pas vraiment isolé. Je veux dire, la France, observateur tout de même regardez, si je veux dire, si vous avez cet oxymore. Donc, venons à ce que vous dites, mais je veux dire qu'on n'est pas si... La crise de 40, oui, c'est un moment de tournant où la France hésite entre l'intervention et simplement la position de témoin privilégié et éventuellement d'arbitre. Mais pas si isolé que ça. Je veux dire que c'est une politique de prudence. Bon. Puissance de seconde zone tout de même. Il y a le coup d'État. Nous évoquions tout à l'heure le coup d'État. Le coup d'État a été bien vu par un certain nombre de puissances conservatrices d'Europe, mais pas par l'Angleterre. La reine Victoria vraiment a critiqué ce coup d'État, ainsi que son gouvernement, une partie de son gouvernement en tout cas, et le rétablissement de l'Empire, qui est en contravention vis-à-vis du congrès de Vienne. Les choses évolueront puisque Napoléon III ira quand même en Grande-Bretagne réfugier sa solitude et qui sera enterré à Chiselhurst dans un château qui sera bâti, si j'ose dire, ad hoc. Jacques-Alain de Séduit. Oui, ce que je voudrais ajouter à ce que vient de dire M. Anceau, c'est que le livre d'Yves Brulet, qui est tout à fait passionnant, le montre bien. Il n'y a pas seulement la volonté de Napoléon III de rester ami avec l'Angleterre et de développer cette amitié avec l'Angleterre parce qu'il a besoin d'elle pour aboutir à cette reconstruction de l'Europe sur le principe des nationalités dont il rêve. Il sait que ça ne pourra pas se faire si l'Angleterre y est contre et donc il faut qu'il ait l'amitié de la Grande-Bretagne avec lui. Il n'y a pas seulement que ça, et c'est ça que le livre d'Yves Brulet montre bien, c'est qu'il y a aussi dans cette guerre de Crimée, une vision du Quai d'Orsay. Alors cette fois-ci, qui est une vision du Quai d'Orsay, qui est une vision européenne, d'équilibre européen dans la grande tradition de la diplomatie française. L'équilibre européen tel que le conçoivent les diplomates, c'est essayer de contenir la poussée de la Russie vers les Balkans et de faire une place à l'Autriche dans ce monde qui est en train d'émerger, qui est le monde des Balkans, qui est en train d'échapper à la tutelle de l'Empire ottoman. Et donc, toute la politique du Quai d'Orsay, qui est différente de celle de Napoléon III, Napoléon III y adhère, mais il y aura un moment où, finalement, il y aura une rupture entre Napoléon III et le Quai d'Orsay, c'est la démission de Drouin de Lhuys qui en témoigne.
Mais la vision du Quai d'Orsay dans ces années 1854-55, c'est faire une place à l'Autriche dans l'Europe et retenir la poussée de la Russie vers le sud. C'est très intéressant donc de voir qu'il y a une permanence de la vision du Quai d'Orsay en ce qui concerne l'équilibre de l'Europe. Alors, on va parler de votre héros favori, vous venez de Roy de Lhuys, qui touche, je veux dire, le portefeuille des affaires étrangères en 1952 et qui fait devoir être confronté à la crise des lieux saints, donc ensuite la guerre de Crimée. Vous dites une chose intéressante, je vous retrouve là, à propos de Roy de Lhuys, substituer l'action collective de l'Europe à l'action isolée de la Russie. Donc il rejoint ce que dit Jacques-Alain de Séduit. Donc il y a quand même, au-delà des intérêts propres de la France, au-delà de la Guarde nationale, au-delà du principe de nationalité qui ne joue pas en l'occurrence, mais qui est une façon de traiter d'un renversement d'alliance, il y a aussi une vision européenne chez Napoléon III. Oui, tout à fait. Et au début du Second Empire, alors avec des nuances, mais le Quai d'Orsay et les Tuileries sont à peu près, ont trouvé un équilibre finalement. Ils ont réussi à s'entendre sur la politique à mener en Orient. Et vous l'avez parfaitement dit, Jacques-Alain de Sédouy, c'est la question de l'équilibre européen qui est en fait le fond du discours français à cette époque-là. La France dit, bon, c'est vrai, nous sommes un empire maintenant, il y a Napoléon III, mais nous n'avons pas de point commun tant que cela avec le Napoléon Ier conquérant. Nous avons une diplomatie qui est au service de l'équilibre européen et non pas au service de nos intérêts à nous. Et l'équilibre européen est menacé par la politique russe qui essaie de mettre sous tutelle en fait l'Empire ottoman. Et c'est sur ce discours que se noue l'alliance franco-anglaise. Les Anglais, au départ, contrairement à ce qu'on a cru, sont assez à la traîne, en fait. Et quand ils découvrent que les Français ont raison de dire qu'il y a un danger russe en Orient, à ce moment-là, ils s'accrochent à la locomotive. Mais la locomotive, c'était vraiment le Quai d'Orsay, au départ, hein, dans ces négociations au début, enfin, avant que la guerre de Crimée n'éclate, finalement. Hein. Et donc, le discours, c'est la France défend l'intérêt général, en fait, défend l'équilibre européen qui est menacé par la Russie. Donc quand on dit la Russie, puissance conservatrice en Europe, en fait, c'est elle qui met le bazar, si vous voulez, et qui menace l'équilibre européen. Le bazar, c'est plutôt à Constantinople. Oui, en plus, c'est à Constantinople que se joue toute cette affaire. Et donc, la France, et c'est là, le génie de Drouin de Lhuys, il est là. C'est-à-dire faites le portrait, vous en mourrez d'envie. Et je ne veux pas en priver les auditeurs et auditrices. Allez-y. Bon, alors d'autant plus qu'il n'est pas très connu. Hein. Mais qui connaît aujourd'hui Édouard Drouin de Lhuys. Donc, quand il était jeune diplomate, parce qu'il c'est un diplomate de carrière, en fait, on disait qu'il ressemble plus à ce qu'on a lu qu'à ce qu'on a vu. En fait, il était l'incarnation du portrait du diplomate idéal tel qu'on le lit dans les livres, en fait. Donc, alors, il a fait finalement une carrière à la fois diplomatique et ensuite, il a été député. Il a été en conflit avec Guizot. Bon, il s'est trouvé plutôt sous la fin de la monarchie de Juillet du côté des libéraux réformateurs, hein, avec Tocqueville, etc. Il a été ministre une première fois des Affaires étrangères sous la Seconde République. Et ça lui a permis de nouer un contact très positif avec Louis-Napoléon Bonaparte. Et quand l'Empire est rétabli, il redevient le ministre l'homme du Quai d'Orsay, finalement. C'est lui, d'ailleurs, le premier qui s'installe au Quai d'Orsay en septembre 1853. Alors, on va le trouver plus tard sceptique sur la question des nationalités, plutôt réticent. Mais au début du Second Empire, c'est lui véritablement qui mène la diplomatie française. Hein. Et il y a des textes qui montrent que justement, il se comportait comme un véritable ministre d'un gouvernement parlementaire. Hein. Et donc, quand on dit tous les ministres des Affaires étrangères de Napoléon III n'étaient que des exécutants, en fait, c'est pas vrai du tout. Il faut revenir sur cette idée parce qu'on a d'abord des gens qui sont de très haut niveau, comme Drouin de Lhuys, et comme un autre qui est Édouard Touvenel. C'est deux grands ministres. Que vous aimez également beaucoup, mais moins. Voilà, et les deux d'ailleurs étaient un peu adversaires finalement et se sont finis par se disputer. Donc des gens de très très haut niveau et qui sont des professionnels de la diplomatie. C'est-à-dire qu'on ne prend pas un homme politique qui était la veille ministre du Commerce ou de l'Intérieur et puis on le met ministre des Affaires étrangères parce qu'il faut équilibrer un gouvernement. C'est pas ça le Second Empire. Le Second Empire, Napoléon III choisit, il y a une seule petite exception au début de l'Empire libéral, mais choisit toujours le meilleur diplomate qu'il a sous la main. Et il le met à la tête du Quai d'Orsay. Alors, le politique des congrès, mais avant Éric Anceau, je vous rends la parole, vous vouliez la prendre tout à l'heure. Donc, oui, alors pour revenir sur Napoléon III.
Ce congrès de Paris qui est un apogée effectivement de la diplomatie, Napoléon III qui promeut sans cesse l'idée de conférences internationales tout au long de son règne pour résoudre chacune des crises qui se présentent. Nous évoquions tout à l'heure la crise polonaise, la crise italienne au préalable. Plus tard, on y viendra sans doute en fin d'émission, la crise avec l'Allemagne en 1870. Donc là aussi, sur ce plan-là, il faut revenir d'une image largement colportée par l'historiographie d'un Napoléon III qui n'en fait qu'à sa tête. Il n'en fait pas qu'à sa tête avec le Quai d'Orsay, il n'en fait pas qu'à sa tête avec les puissances étrangères non plus. Alors, le congrès de Paris, Jacques Alain-Séduit, a cette caractéristique que les puissances réunies envoient leurs ministres des Affaires étrangères et que le ministre en place dans les différentes capitales est comme second. C'est une chose qui va durer d'ailleurs et qui va se reproduire. Je crois la même chose au congrès de Berlin en 1878, si je ne m'abuse. Donc il y a quand même dans la liste offerte par Yves Brulet des gens très importants. La Grande-Bretagne, j'en cite quelques-uns, Clarendon et Collet, l'Autriche Boll et Hübner, Cavour et Villamarina, ce qui n'est pas rien, la Turquie, le grand vizir Ali Pacha et Djebel Ray, la Prusse plus tard et la Russie, elle, décide d'envoyer le comte Orlov, qui a la conscience de Alexandre. Elle fait déjà, si j'ose dire, bande à part sur la façon de traiter le Congrès, dans lequel est d'ailleurs une position assez difficile. Alors le Congrès, Jacques Alain-Séduit, sur lequel vous avez écrit dans le Conseil européen beaucoup de choses, la notion de Congrès, c'est une résurrection de quelque chose qui était qui était en fait l'apanage de Metternich, qui adorait les congrès pour pacifier les esprits. Là, c'est véritablement l'exaltation de Paris, du Quai d'Orsay, l'exaltation aussi, non pas de Roi de Louis, si je ne m'abuse, Yves Brulet, mais de Walewski. Oui, c'est Walewski à ce moment-là. Votre ministre préféré est quand même déboulonné à cette occasion, je veux dire, par un parent de Napoléon III. C'est lui qui a démissionné. Hein. C'est lui qui a démissionné. Il y a eu un petit différend. Et voilà. Nous savons ce que sont les démissions volontaires. Bref, Jacques Alain-Séduit, voilà, comme on dirait, un moment dans l'histoire de France où le Congrès prend une autre tournure. Le Congrès de Paris de 1856, c'est l'illustration de ce qui s'est déjà produit au XIXe siècle avant et qui va se poursuivre. La reconnaissance que les grandes puissances européennes ont des intérêts communs et qu'elles doivent régler ces intérêts, régler leurs problèmes autour de ces intérêts, autour d'une table. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc on discute et on essaye de résoudre les problèmes. Et ça a très bien marché jusque vers 1850. Alors le Congrès de Paris est une grande réussite, mais en même temps, il intervient après un événement qui est quand même malheureusement déterminant et un tournant dans l'histoire du concert européen, c'est que c'est une guerre, la guerre de Crimée, c'est une guerre entre grandes puissances européennes. C'est la première fois depuis 1814-1815 que les grandes puissances européennes se font la guerre. Enfin, certaines grandes puissances européennes se font la guerre. Donc ça, c'est un tournant et malheureusement, c'est pas un bon tournant. Mais le Congrès lui-même est un grand succès parce qu'il renoue avec cette tradition de la concertation européenne au niveau des ministres des Affaires étrangères, comme vous l'avez dit, cher Philippe Levillain. Et en ce sens, il n'aurait pas dû s'appeler congrès. Dans la terminologie précise, c'était une conférence des ministres des Affaires étrangères. Mais comme la France avait joué un rôle majeur dans la réunion, dans cette réunion, et comme on voulait donner une satisfaction de prestige à Napoléon III, on a accepté de l'appeler congrès. Mais formellement, ça n'aurait dû être qu'une conférence des ministres des Affaires étrangères. Et ce congrès de Paris, donc de 1856, s'avère en effet un succès parce que il ouvre la voie à ce qui sera l'indépendance de la Roumanie, celle de la Serbie, et il pose la question italienne. Donc, on avance quand même dans la mise en œuvre de cette politique de reconstruction de l'Europe sur le principe des nationalités qui ne va pas bien marcher après, mais qui, à ce stade, est certainement un succès. Alors, on y est. On a parlé du principe de nationalité. Je remercie Jacques Alain-Séduit d'avoir remis la carte sur la table. Et donc, Cavour, effectivement, obtient, après un moment d'incertitude, que la question italienne, c'est la fameuse séance, je crois, de la 22e séance. Exactement, c'est oui. ça. Bon, vous voyez qu'on vous lit avec agrément. Et là, il obtient que la question italienne soit donc posée. Il a quelques arguments. Cavour, d'ailleurs, qui va mourir en 1860, si je ne m'abuse, joue sa, non pas sa dernière carte, mais le grand challenge de son ministère. Et c'est quand même le Piémont qui s'agite, comme on a dit, comme la Prusse. C'est-à-dire, on a dit que le Piémont était la Prusse de l'Europe. C'est d'ailleurs les deux grandes puissances qui vont être confrontées au principe d'unité, c'est-à-dire au principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Pour faire vite,
Et que là se trouve pour la France une grande question qui est non seulement l'unité de l'Italie par le Piémont, ce qui n'est pas évident, par le nord, et également, ultérieurement, à partir de 1860, les questions romaines. Donc, ce n'est pas une seule question qui est posée, ce n'est pas l'unité italienne, c'est aussi l'Italie face à la souveraineté pontificale qui est territoriale à l'époque. Oui, le congrès donc de c'est Paris... un peu la boîte de Pandore. Oui, d'une certaine façon. Et c'est toute l'ambiguïté et la richesse de cet événement du congrès de Paris. C'est-à-dire qu'il a réglé les questions orientales. Ça a été compliqué, mais on y est arrivé. Et à la fin, comme c'était tellement merveilleux de voir la diplomatie fonctionner aussi bien, on s'est dit, bon, on peut peut-être régler aussi d'autres problèmes qui existent en Europe. Alors, on a fait... il y a eu une séance sur le droit maritime, par exemple. C'est le début de une sorte de codification du droit maritime. Bon. Et puis, on a laissé la parole à Cavour pour parler d'Italie, qui n'était pas du tout au programme. Et donc Cavour a dit, voilà, l'Italie est occupée en partie par les Français dont l'armée française tenait Rome, protégeait la Rome pontificale, et en partie par l'Autriche. Et puis, il y a des choses qui ne vont pas, des régimes absolutistes à Naples, etc. Donc, il faudrait que ça avance. Des Bourbons. Les Bourbons de Naples, voilà. Bon. Donc, il prend la parole et il explique tout ça. Bien sûr, après, les Autrichiens sont très mécontents, mais c'est fait. Et donc, c'est un peu le point de départ de ce qui va suivre. C'est-à-dire que le début du Second Empire est dominé par la question d'Orient, qui est en fait une question russe. C'est-à-dire jusqu'où on accepte que la Russie aille comme puissance. Et après, on entre dans une période où c'est la question des nationalités qui va dominer. Mais j'ajoute tout de même, parce que la guerre d'Italie, c'est 1859, le congrès de Paris, c'est 1856, donc il y a 3 années quand même avant que les choses se déclarent véritablement. Pendant ces 3 années, il y a eu un épisode qui est très lié aussi au congrès de Paris, mais qui est souvent oublié, c'est la question justement de la Roumanie. Et sur un point très important, le congrès de Paris a prévu que sur le statut des principautés roumaines, qui sont la Moldavie et la Valachie, à l'époque, ne sont pas encore unifiées, il y a une consultation des populations. Le congrès de Paris a décidé de faire une consultation des populations sur le statut des principautés roumaines. C'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose d'énorme. Le principe des nationalités, il ne s'est pas imposé par la Révolution ou par l'habileté de Cavour ou de Bismarck. Il est déjà dans les textes du Congrès de Paris, donc du droit européen, en 1856, sur le cas de la Roumanie. Et ça, c'est déjà un tournant extraordinaire. Le seul problème, c'est que la mise en place de cette consultation des populations va se faire, mais avec difficulté. Et Napoléon III, qui à ce moment-là, soutient l'idée de l'unification de la Roumanie, donc d'unifier les 2 principautés, en fait, va être obligé de faire machine arrière en 1858, parce que l'Angleterre n'en veut pas. Et donc, il a poussé jusqu'au bout la position française de l'unité, mais à un moment, il est obligé de capituler, en fait, face à la reine Victoria. Et c'est peut-être à ce moment-là, parce que ça correspond exactement aux dates de la rencontre de Plombières avec Cavour, que Napoléon III, finalement, voit que la diplomatie ne pourra pas régler tous les problèmes des nationalités. Et au fond, il change un peu de méthode. Et à ce moment-là, il commence à avoir une politique secrète, avec cette entente totalement secrète avec Cavour, pour préparer la libération, plus que peut-être que l'unification de l'Italie, par des voies qui ne sont pas exactement celles du concert européen. Oui, alors, chacun de ses Louis. Oui, j'enchaîne sur ce que vient de dire Yves Bruley pour dire que c'est là où justement il va y avoir un tournant pour le Quai d'Orsay, parce que le Quai d'Orsay va se diviser. Il y a encore au Quai d'Orsay des gens qui pensent que la diplomatie, que le Conseil européen peut régler les problèmes européens, et puis ceux qui vont accepter le tournant de Napoléon III vis-à-vis de l'Italie et vis-à-vis de l'Autriche, parce que c'est la question de l'Autriche qui va bloquer cette évolution. Est-ce que l'Autriche accepte cette marche vers l'Europe des nationalités? Bien évidemment non, puisque c'est son existence même qui est en cause dans cette affaire. Alors le problème va se poser plus tard. Apparaît dans votre livre quelqu'un qui va jouer un très grand rôle dans les affaires 69-70, s'appelle Benedetti. Ah oui. Je fais sortir là parce qu'en fait, vous en parlez à la fin du congrès de Paris pour expliquer qu'il est directeur politique. C'est nouveau. Vous citez des traits parce que c'est un personnage qui, fois, était toujours, si je veux dire, vilipendé par l'historiographie républicaine, comme étant le signe, je dirais, à la fois de la faiblesse, en même temps de la stupidité, à cause de la démarche qu'il fait, qui est mal interprétée, on y verra peut-être tout à l'heure. Mais enfin, apparaît un directeur politique. Alors, directeur politique, question que je me suis posée en vous disant, est-ce que c'est l'équivalent de ce que
que sera avec Berthelot plus tard le secrétaire général du Quai d'Orsay, poste créé par Briand pour Berthelot, ou est-ce que c'est des directeurs politiques comme il y en a eu ensuite, alors sous la République, pour l'Europe, pour l'Asie, pour l'Afrique, etc. Donc quel est le statut de Benedetti qui va d'ailleurs, pour l'instant, commencer, je veux dire, comme... à la base, presque. Enfin, quoi que directeur politique, il se considère comme sur le marchepied d'un grand poste diplomatique. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, un tout petit schéma, mais la structure du Quai d'Orsay est extrêmement simple, donc ça c'est facile à exposer. C'est pour ça qu'il est dans le livre aussi, donc je tiens à ce que les auditeurs le sachent. Voilà. Alors, il y a deux grands directeurs, en fait, au Quai d'Orsay. Le directeur des affaires politiques, qu'on abrège en directeur politique, qui gère la diplomatie au sens strict, c'est-à-dire les relations politiques entre les États. Et puis, il y a le directeur commercial qui gère les consulats, le réseau consulaire, les questions commerciales, qui est plutôt un technicien de très haut niveau. Mais le vrai grand directeur, c'est le directeur politique. C'est le premier fonctionnaire du Quai d'Orsay. Et donc, il y a le ministre, et le ministre travaille directement avec son directeur politique. Donc, c'est Berthelot avant la lettre. Alors, oui, c'est d'une certaine façon, c'est le futur secrétaire. C'est à la fois, aujourd'hui, c'est à la fois le secrétaire général et le directeur de cabinet. C'est ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que sous le Second Empire, il n'y a pas de cabinet véritablement. Le cabinet du ministre, c'est un super secrétariat de luxe, où on fait de la copie, quand il y a une dépêche à copier qu'on a promis à l'ambassadeur d'Autriche à Paris, donc il y a un jeune fonctionnaire, un jeune diplomate qui va écrire de sa belle plume, et puis ensuite il va aller le porter à l'ambassadeur à côté. Bon. Et le chef de cabinet est en fait un chef de secrétariat, c'est-à-dire qu'il organise la vie du ministre, mais il n'y a pas de directeur, il n'y a pas l'écran qui existera plus tard entre le ministre et l'administration. Et ça, c'est capital parce que c'est extrêmement fluide, en fait, ce fonctionnement. Ce qui posera d'ailleurs des problèmes en 1870, Exactement. Puisque le ministre gérera les affaires avec son cabinet par-dessus les grands directeurs du ministère. Un petit mot sur ce que vous avez dit tout à l'heure, Philippe Le Villain. Effectivement, il y a un découplement qui s'opère à partir du Second Empire entre activité politique et activité administrative. Là, on a un directeur politique. Il ne sera pas menacé le 4 septembre 1870. Jules Favre, ministre des Affaires étrangères, républicain, souhaitera que Després reste, pour la continuité de l'État, son directeur politique. Je voulais juste ajouter un point qui est qu'aujourd'hui, la situation est à peu près la même. C'est-à-dire qu'on a un ministre avec un cabinet beaucoup plus important, bien sûr, qu'à l'époque de Napoléon III, un secrétaire général qui n'existe pas à l'époque de Napoléon III, mais il y a un directeur politique, toujours aujourd'hui, qui est le grand directeur du Quai d'Orsay, qui est un ministre bis, à vrai dire. Donc on est un peu dans la même structure aujourd'hui. C'est-à-dire que sous le Second Empire, la politique étrangère de la France se fait avec très très peu de personnes. C'est-à-dire que vous avez le ministre, le directeur politique, ensuite vous avez 2 directeurs géographiques, donc pour 2 parties de l'Europe, et puis c'est à peu près tout en fait. C'est une très petite structure et on est immédiatement en contact avec le responsable et au-dessus avec l'empereur. Et comme l'empereur n'a pas non plus un cabinet avec des conseillers, vous n'avez pas ces écrans successifs qui se sont rajoutés ensuite à partir de la Troisième République. Effectivement, en 1870, c'est le début d'un basculement, en fait, avec l'apparition d'un cabinet. Alors, vous arrivez au point tout de même où cette magnifique machine qui fonctionne, huilée parfaitement apparemment, à partir de 64, l'affaire italienne semble cheminer de son côté. La question allemande commence à poser de véritables problèmes parce que Bismarck a parfaitement repéré ce qui pouvait être des avantages qu'il tirait d'une France qui mettrait en difficulté. Et alors, il y a, vous appelez ça le temps des clivages, qui est vraiment passionnant dans votre livre, il y a, je dirais, une politisation qui n'était pas au début véritablement établie, et un duel entre votre favori, le roi de Luis, et ce qu'on appelle le vice-empereur Rouher. Oui, alors qui commence en 64, c'est-à-dire qu'on va là vers, non pas la fin, parce que nous ne sommes pas prophètes dans un pays où il n'y a pas de prophétie, mais... Tout à fait. C'est effectivement un point important que j'ai un peu découvert avec toutes ces archives. Sous le Second Empire, il n'y a pas de Premier ministre. Mais on voit apparaître dans les années 1860 un ministre qui va essayer de jouer le rôle de, alors peut-être pas de Premier ministre, mais de principal ministre. Ah, vous dites vice-empereur. Hein. Oui, mais c'est une expression de l'époque, voilà. Pour désigner Eugène Rouher. Et Eugène Rouher essaie donc d'être le principal ministre et de s'occuper de tout, en dehors de ses propres compétences ministérielles. Et il n'a pas exactement les mêmes idées que Drouin de Lhuys. Mais il est ministre d'État.
Il est ministre d'État, voilà, tout à fait. Donc il est un peu le porte-parole en fait du gouvernement, mais il se fait, il se fait copier les principaux documents diplomatiques du Quai d'Orsay pour être au courant. Il essaie de s'impatroniser finalement dans le fonctionnement de la diplomatie et il n'y arrive pas au début. Il essaie de faire renvoyer en fait Drouin de Lhuys pour y mettre un ministre beaucoup plus proche de sa tendance. Il n'y arrive pas. Napoléon III résiste. Et c'est en 1866, donc au lendemain de Sadova, la victoire prussienne contre l'Autriche, qu'il y a une sorte de journée, qui est une sorte de tragédie classique en plusieurs actes, où il y a un basculement de la politique. Napoléon III prend le parti de Rouher dans la question allemande, contre le parti de Drouin de Lhuys, et à ce moment-là, les choses basculent, et Drouin de Lhuys est obligé de partir. Et à partir de là, Rouher reste maître finalement du terrain, et dans les dernières années, jusqu'à son départ en 69, en fait, il joue le rôle, mais plus qu'un Premier ministre, parce qu'actuellement, on dit il y a un domaine réservé, le chef de l'État traite directement la diplomatie avec le Quai d'Orsay, en passant au-delà, en passant à côté du Premier ministre. Eh bien, à l'époque, Rouher devient véritablement un Premier ministre, mais y compris dans le plan diplomatique. Et quelquefois, il intervient directement. Et donc là, on a un changement qui se poursuit d'une certaine façon avec l'Empire libéral, puisque Émile Ollivier est le ministre dominant du gouvernement de janvier 1870, et il essaie lui aussi de garder la main sur la diplomatie. Donc là, on a un changement de fonctionnement à partir du milieu des années 1860. Il faut dire que la situation brûle, vis-à-vis de l'Allemagne, et après l'échec du Mexique. Oui, Éric Orso. Oui, Rouher, vous pouvez le rappeler, est plus puissant qu'un Premier ministre. N'oublions pas que la santé de l'empereur décline fortement dans ces années 1860. Rouher a très clairement la main. Le départ de Drouin de Lhuys, auquel il aspirait depuis de longues années, il l'obtient enfin. Il va placer l'un de ses proches, Lavalette, aux manettes en quelque sorte, bien que restant ministre de l'Intérieur. Il y a une fameuse circulaire de septembre 1866 qui va déterminer les grands axes de la politique française vis-à-vis de l'Allemagne, les trois tronçons. Par le comte de Saint-Vallier, qui est un attaché diplomatique au sein du cabinet, toutes les dépêches diplomatiques passent par lui. Rouher a la haute main, en fait, sur les affaires étrangères dans ces années-là. Alors, quel a été son rôle dans les aspects très néfastes de la fin du Second Empire et les relations avec l'Allemagne, la Prusse, la montée de Bismarck? Il faudrait qu'on en parle un petit peu aussi, c'est très important. Parlons-en, monsieur l'ambassadeur, enfin, chacun, si lui, Oui, j'ajoute juste un mot à ce que vient de dire Éric Ancio, c'est que finalement, cette politique conduite, inspirée par Rouher, sera catastrophique. Alors que Drouin de Lhuys et le Quai d'Orsay, en général, soutiennent l'idée que dans l'affrontement entre l'Autriche et la Prusse, il faut intervenir et exercer une médiation armée, ce qui nous aurait peut-être évité Sadova et qui nous aurait peut-être évité la suite. Au contraire, Rouher convainc Napoléon III qu'il faut chercher la solution vers une autre politique, c'est la politique des compensations de notre neutralité. Donc on va essayer de négocier avec la Prusse des pourboires qui ne donneront finalement rien, malheureusement. Donc je crois que c'est intéressant de montrer que le Quai d'Orsay a une vision probablement plus juste de ce qu'il aurait dû être fait que ne l'a Rouher et malheureusement Napoléon III. Alors, on va revenir en arrière, parce qu'il y a un chapitre qui est pour moi une grande nouveauté, enfin beaucoup de choses, c'est une nouveauté relative. À propos de la diplomatie française à l'échelle du monde, vous parlez du Japon. Si, parce qu'en général, de l'Allemagne, l'Italie, la reculade d'Olmutz, ce que vous voulez, le Mexique, voilà. Brusquement, le Japon et la Chine et l'Asie fait éruption dans votre ouvrage, et personne ne pouvait soupçonner. C'est-à-dire que, notamment les intérêts catholiques, que Napoléon III défend. Mais au-delà, il y a tout de même une politique d'ouverture vis-à-vis d'un avenir de l'Asie qui est économique, et le rôle commercial de la diplomatie française. Oui, absolument. Le Second Empire est un tournant pour la diplomatie française aussi sur ce point. C'est-à-dire qu'il y a un élargissement géographique de la diplomatie, qui cesse d'être uniquement européenne, mais qui s'ouvre... Le Quai d'Orsay prétend que les Japonais sont les Français de l'Asie. Oui, c'est un diplomate extraordinaire, qui parle du Japon, en fait, en disant... L'intelligence du cœur. Voilà, les Japonais sont un peu les Français de l'Asie. Ils ont une très très haute opinion de la nation japonaise. C'est une découverte aussi de toutes ces lettres que j'ai pu lire. Donc j'ai étudié spécialement
le cas du Siam, enfin de la Thaïlande, qui est très intéressant, le cas de la Chine, évidemment, bon, c'est des événements assez connus, et puis le cas du Japon. Donc c'est l'époque où on a la création d'une vraie présence diplomatique, pas simplement un consul, et encore, il n'y avait pas tellement tant que ça avant. Hein. Et donc on a une vraie présence diplomatique avec des négociateurs en Chine, au Siam et au Japon. Et la présence française, alors, joue, bon, bien sûr, sur le plan commercial, la France est en arrière par rapport à l'Angleterre, hein, et même d'ailleurs, dans certains cas, par rapport aux Américains déjà. Mais elle essaie de reprendre son retard. Elle essaie d'établir une influence sur le gouvernement chinois, sur le gouvernement japonais, sur le roi de Siam. Comment faire ? Eh bien, la France dit, notre solution à nous, c'est de jouer pas seulement sur le commerce comme le font les Anglais, les Américains, tous ces peuples de négociants. Nous, notre force, elle va être morale, elle va être aussi religieuse, c'est-à-dire qu'elle va passer aussi par l'appui donné aux missionnaires, parce que la présence des missionnaires va jouer en faveur de la France. Il faut dire qu'à l'époque, la plupart des missionnaires catholiques sont français, en fait, à travers le monde, une très, très grande majorité. Et donc, la diplomatie peut aussi passer par là. Donc, il y a un appui donné aux missionnaires. Alors, on rêve un peu, hein, d'ailleurs, quelquefois. Certains diplomates s'imaginent que la présence de missionnaires va faire que l'élite chinoise ou l'élite japonaise va se convertir et que, évidemment, la France tirera les bénéfices de tout cela. Bon, il y a une part de rêve dans tout cela. Chez les fonctionnaires du Quai d'Orsay, ils sont beaucoup plus sceptiques. Hein, ils sont beaucoup plus sceptiques et ils préfèrent pas trop appuyer les missionnaires parce que on les aide dans leur démarche, puis après ils deviennent complètement incontrôlables et après ils font des choses qui sont irrécupérables. Donc il y a là une sorte de dialectique. Faut-il vraiment s'appuyer et donc on essaie d'inventer finalement une diplomatie adaptée à l'Extrême-Orient. Et l'aspect le plus positif, je pense, de l'appui aux missionnaires, c'est l'apparition d'une diplomatie culturelle. Parce qu'on s'aperçoit que les missionnaires ont des écoles où on apprend le français. Et il y a une grande étude qui est lancée d'ailleurs par le ministre d'Instruction, Victor Duruy, qui demande au Quai d'Orsay de faire une grande étude sur tous les endroits dans le monde, en 1864-65, où on enseigne le français. Et alors, on a cette photographie extraordinaire d'une diplomatie culturelle qui est née de manière un peu spontanée et qu'on essaie d'organiser, hein, l'influence de la France passant aussi par l'apprentissage de la langue. Et ça, c'est très moderne. On pensait que c'était la fondation de l'Alliance française en 1883, qui était la date de naissance de la diplomatie culturelle. En fait, je pense qu'on peut avancer pratiquement une vingtaine d'années. On sait que les jésuites marchaient sur la croix qui leur était demandée par les Japonais de chaque côté. C'est-à-dire que c'était une habileté qui aidait beaucoup à la pénétration du catholicisme et surtout de l'influence jésuite dans des pays qui étaient assez exigeants. Jacques-Alain Sédouy. Oui, ce que vient de dire Yves Bruley montre que sous Napoléon III, le Quai d'Orsay, incarnant une diplomatie classique, à la fin du règne, incarne une diplomatie moderne. C'est une diplomatie fondée sur les réalités culturelles, économiques et sur une vision mondiale. Et ce qui m'étonne cependant dans cela, c'est que dans cette vision mondiale manque une réflexion sur l'Amérique latine. Je n'ai pas trouvé dans le livre d'Yves Bruley de points là-dessus, en particulier sur le Mexique. On sent visiblement que le Quai d'Orsay est très en arrière de la main sur l'expédition mexicaine, mais il ne me semble pas qu'il y ait une vision française de ce que devait être la place de l'Amérique latine dans le monde, alors qu'il y avait des idées auparavant, dans les années 1820, sur le fait que l'émergence des colonies et des anciennes colonies espagnoles devait peut-être conduire à la création d'États qui auraient fait contrepoids à la puissance grandissante des États-Unis. On ne retrouve pas cette trace à l'époque de Napoléon III. Alors, accusé, levez-vous, Yves Bruley. Alors, je vais répondre qu'effectivement, Jacques-Alain de Sédouy, vous avez mis le doigt sur le point faible, peut-être pas de mon livre, mais de la diplomatie de Napoléon III. C'est-à-dire qu'il y a un problème avec l'Amérique, globalement. Je pense que les diplomates n'arrivent pas à saisir le phénomène américain. Autant avec l'Asie, finalement, ils arrivent à inventer des choses, à concevoir une politique. Mais avec l'Amérique du Nord comme du Sud, il y a une sorte de réticence. Il ne se passe pas énormément de choses, d'ailleurs, dans la structure diplomatique en Amérique centrale à l'époque. Ça se structure, mais il y a un manque de moyens extraordinaire. On découvre qu'au Brésil ou en Argentine, etc., vous avez des délégations de France
qui repose sur 2 personnes quelquefois, dont l'une est malade et en train de... aussi. Voilà, et il demande son retour en Europe parce qu'il ne supporte pas le climat, etc. Donc on envoie un jeune attaché qui, lui, n'a jamais connu rien du tout de la diplomatie, qui est expédié à Rio de Janeiro. Et son épouse qui en meurt. Voilà, l'épouse en meurt, tout le monde en meurt. Donc il y a un problème matériel de vie quotidienne en Amérique qui fait que la diplomatie piétine complètement. Et alors, le cas du Mexique est un peu différent. Bon, bien sûr, il y a la question de l'expédition du Mexique, mais l'expédition du Mexique, le Quai d'Orsay n'y a joué que très très peu de rôle, en fait. C'est vraiment une décision qui a été prise chez Napoléon III, avec les militaires surtout, plus qu'avec les diplomates. Les diplomates étaient plutôt sceptiques. D'ailleurs, ils avaient raison là aussi, dans leur scepticisme. Par contre, le diplomate qui était, lui, à Mexico, qui au début de l'affaire envoie des dépêches en disant « Mais oui, venez, on va vous accueillir, les bras ouverts, il n'y aura aucun problème ». En fait, quand on regarde la personnalité de ce diplomate, c'était un diplomate qui avait eu une carrière complètement ratée, qu'on avait expédié là pour faire un intérim parce qu'il n'avait rien à faire. Et donc, c'était, si vous voulez, c'était pas un bon diplomate. Il s'est trouvé confronté à des événements qui l'ont complètement dépassé et il a donné des très mauvais conseils. Mais même les États-Unis, finalement, gênent un peu. Quelques mots avant d'arriver au grand texte que Jean-Pierre Loup va lire. Jacques-Alain de Séduit, il y a un chapitre très important, mais qui justement ne peut être qu'esquissé, sur la stabilité du personnel et l'ouverture du personnel, disons d'une condition sociale aristocratique, je résume très vite, a tout de même une formation de compétences, une ouverture d'esprit. Quelques, disons, diplomates qui ne sont pas conditionnés par un milieu, pour faire vite. Bon, ça restera tout de même, je dirais, un des grands éléments des diplomates sous la Troisième République, l'aristocrate par définition, ce qu'on appellera la diplomatie de la tasse de thé. Au-delà de ça, a des manières, c'est un style qui, dans des cours européennes ou même mondiales, aide, je dirais, à nouer des fils. Mais il y a chez Yves Brûlé la montée de ce qu'il appelle les intrus, d'une part, et d'autre part, il y a une ouverture sociale qui est importante. Oui. Vous venez de dire, en effet, quels sont les critères qui définissent le diplomate de l'époque. Il y a un autre critère qui est important, c'est la fortune. La fortune. Il est en effet indispensable, lorsque l'on est à l'étranger, représentant de la France, de consacrer sa fortune à cela. Et je trouve assez admirable, finalement, tous ces gens qui ont, en effet, accepté de sacrifier leur fortune pour représenter la France. Et en général, c'est un critère important dans le choix des ambassadeurs. Voilà. Donc, mais il y a aussi, comme vous l'avez dit, Philippe Le Villain, il y a aussi, bien sûr, une progressive entrée de milieux plus simples, qui ne sont pas issus de l'aristocratie fortunée, qui vont jouer, eux aussi, un rôle grandissant, et encore plus, bien sûr, sous la Troisième République. Oui, il y aura les Cambon, il y aura Barrère, etc. Alors, tout de même, on n'a pas le temps d'aborder la guerre franco-allemande. C'est une succession de catastrophes, de gaffes en illusion. Jacques-Alain Séduit y a fait allusion. C'est tout de même inattendu parce que, je veux dire, la France ne pense pas qu'elle va entrer en guerre. En tout cas, quand il entre en guerre, elle y entre, je veux dire, non pas la fleur au fusil, mais en tout cas avec une conviction que sa politique extérieure est la bonne et que la guerre sera courte déjà. C'est-à-dire qu'on pense à... Et c'est une catastrophe qui va naturellement aboutir à ce que l'on sait le 4 septembre, mais qui aussi est pour l'armée une humiliation qui déjà, je dirais, annonce la nécessité de trouver une revanche. Yves Brûlé. La déclaration de la guerre de 70 est la conséquence d'une infatuation au sommet de l'État, mais qui tient surtout en fait aux militaires. Parce que, en gros, le maréchal Leboeuf, qui était le ministre de la guerre, a dit « Mais oui, nous sommes prêts, il n'y a pas de problème ». Et les autres l'ont cru. Donc, sur le plan diplomatique, j'expose un peu jour par jour, presque minute par minute, comment ça s'est passé. C'est pour ça qu'on ne peut pas me dire dans le détail. Ça, voilà. Et en fait, le Quai d'Orsay a été court-circuité, finalement, parce que ça allait tellement vite que le ministre n'avait plus le temps de discuter avec ses fonctionnaires. Et donc, il était complètement coupé de son administration. Alors, on va écouter... je n'ai pas le mot en guise de conclusion, je dirais en contrepoint littéraire, la catastrophe que représente la déclaration de la guerre à Berlin, dans ce fameux ouvrage de Zola qui s'appelle Nana. Nana est la fille de Coupeau et de Gervaise. C'est une fille de joie, c'est aussi une courtisane, elle est l'un et l'autre à la fois. Et alors, avant la scène qui va être lue, qui est la dernière page de Nana, on voit dire que ces jeunes femmes, ces dames, si j'ose dire, se réfèrent souvent à l'amitié qu'elles ont pour des ministres de Louis-Philippe, parce que c'est des personnes qu'elles ont connues, si je veux dire, dans le secret d'alcôve et dont elles apprécient le caractère. Mais, survient la mort de Nana, dans les circonstances de pourrissement qui, pour Zola,
éclaire exactement ce qu'est la situation de la fête impériale et de ses déboires et de ses vices profonds, que voici. Le cadavre commençait à empoisonner la chambre. Ce fut une panique. Après une longue insouciance. « Filons, filons, mes petites chattes », répétait Gaga. « Ce n'est pas sain. » Elle sortait vivement, en jetant un regard sur le lit. Mais comme Lucie, Blanche et Caroline étaient encore là, Rose donna un dernier coup d'œil pour laisser la pièce en ordre. Elle tira un rideau devant la fenêtre, puis elle songea que cette lampe n'était pas convenable, il fallait un cierge. Et après avoir allumé l'un des flambeaux de cuivre de la cheminée, elle le posa sur la table de nuit, à côté du corps. Une lumière vive éclaira brusquement le visage de la morte. Ce fut une horreur. Toutes frémirent et se sauvèrent. « Oh, elle est changée, elle est changée », murmurait Rose Mignon, demeurée la dernière. Elle partit, elle ferma la porte. Nana restait seule, la face en l'air, dans la clarté de la bougie. C'était un charnier, un tas d'humeur et de sang, une pelletée de chair corrompue, jetée là, sur un coussin. Les pustules avaient envahi la figure entière, un bouton touchant l'autre, et, flétrie, affaissée, d'un aspect grisâtre de boue, elle semblait déjà une moisissure de la terre, sur cette bouillie informe où l'on ne retrouvait plus les traits. Un œil, celui de gauche, avait complètement sombré dans le bouillonnement de la purulence. L'autre, à demi ouvert, s'enfonçait comme un trou noir et gâté. Le nez suppurait encore. Toute une croûte rougeâtre partait d'une joue, envahissait la bouche qu'elle tirait dans un rire abominable. Et sur ce masque horrible et grotesque du néant, les cheveux, les beaux cheveux, gardant leur flambée de soleil, coulaient en un ruissellement d'or. Vénus se décomposait. Il semblait que le virus, pris par elle dans les ruisseaux, sur les charognes tolérées, ce ferment dont elle avait empoisonné un peuple, venait de lui remonter au visage et l'avait pourri. La chambre était vide, un grand souffle désespéré monta du boulevard et gonfla le rideau. À Berlin, à Berlin, à Berlin. C'était les lundis de l'histoire présentés aujourd'hui par Philippe Levillain, autour de l'ouvrage de Yves Brulet, Le Quai d'Orsay impérial, publié aux éditions Pédone, 13 rue Soufflot, 75 005 Paris. Avec Yves Brulet, Jacques-Alain de Séduit, diplomate et historien, Éric Anceau, professeur à Paris-Sorbonne. Le texte est lu par Jean-Pierre Leroux, la prise de son de Benjamin Vignal, la réalisation Ghislaine David.